Chers internautes, bonsoir. Nous sommes ce soir en compagnie de Manu, expert en sécurité informatique. Bonsoir Manu. Bonsoir. Alors nous sommes ce soir venus à ta rencontre pour parler à nouveau de sécurité informatique et notamment des différents programmes qui existent. Et nous allons tout de suite parler de Echelon et de Prism, donc les deux plus connus. Ma première question, donc pour ce troisième épisode de Au-delà d'Internet, c'est Prism, Echelon, Kezako. Alors, Prism et Echelon, ce sont deux noms de code pour des programmes de surveillance de masse. Alors, ils font pas exactement la même chose. Prism, c'est un exemple intéressant, il est simple à comprendre, et c'est assez intéressant en fait. Prism, c'est une coucherie entre les plus gros acteurs du privé et le gouvernement américain. C'est-à-dire que Apple, Facebook, Google, Microsoft et d'autres. Ouais, le gratin quoi. Ils ont collaboré. Une coucherie. Ouais, c'est ça, une bonne coucherie avec les données des clients et des internautes en toile de fond. En fait, ça consistait à ce que, en gros, je simplifie un peu les choses, mais ces grandes entreprises ont ouvert les portes au gouvernement américain pour qu'ils aillent piocher l'info directement à la source dans les serveurs de ces entreprises. Alors récemment, ils se sont un petit peu offusqués, on avait vu Google, etc., un petit peu monter au créneau contre le gouvernement américain. Est-ce que c'était sincère ou est-ce que c'était pour amuser la galerie ? Alors ça, je sais pas, je suis pas dans la tête des patrons de Google. Moi, je pense que y a un vrai risque économique, hein, parce qu'il y a pas mal de... La Chine, la Russie, les pays émergents, c'est des gros marchés. Ça serait bête de les perdre pour des raisons géopolitiques. Donc peut-être qu'ils sont inquiets, moi je pense qu'ils sont inquiets. Parce que de toute façon, ils avaient absolument pas prévu que y a un mec à la NSA qui parte avec des documents et qui les envoie aux journalistes, ça faisait pas partie de leur plan. Donc maintenant, ils essayent peut-être de rattraper le coup, je sais pas. Alors, Dans l'embarras. Est-ce que les BRICS développent des alternatives justement à Google et à tous ces systèmes Ça date pas d'hier, oui. Les grandes puissances développent des alternatives tout simplement pour avoir de l'autonomie. D'accord. Mais Google, coopère avec la Chine également ou comment ça se passe ? C'est des relations commerciales. C'est-à-dire que Google, ça reste les meilleurs dans leur domaine. Des alternatives à Facebook, il en existe. Mais ils font des limitations spécifiques pour les internautes chinois, Google ? Je sais plus ce qu'il en est exactement. Je crois qu'ils sont en conflit avec le gouvernement chinois, justement. D'accord. Google a plus envie d'ouvrir pour son image et pour... peut-être pour d'autres raisons plus géostratégiques. Ouais, voilà. Et je pense qu'on pourra parler un petit peu plus longuement de la Chine dans un prochain épisode, dans une prochaine entretien, par exemple. Donc du coup, tu demandais Prism et Frenchlon, et voilà, Echelon, il y a voilà, faudra nous dire, est-ce que c'est une variante, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est la variante française, donc voilà, qu'est-ce que c'est ça, Echelon? Alors déjà, Echelon, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des premiers, c'est l'accord dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, qui est l'accord UK-USA, 1943, les États-Unis et la Grande-Bretagne signent un accord de coopération sur le renseignement d'origine électromagnétique, donc la collecte des ondes radio à des fins de renseignement. Rapidement, 5 pays se retrouvent dans la boucle. C'est le premier cercle de renseignement des États-Unis, c'est les Five Eyes. Et c'est donc les 5 pays, États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Australie et Nouvelle-Zélande. Au niveau des communications satellites, au niveau des positionnements dans le globe et au niveau plus tard des fibres optiques océaniques, c'est quand même 5 positions qui leur donnent accès à la plupart des télécommunications mondiales. Mm-hmm. Et donc est né ensuite le programme de collecte Echelon, ça a été rebaptisé. Je crois que les premières bases avec le nom Echelon opéraient dans les années 70, donc c'était déjà il y a longtemps. Mm-hmm. Echelon a été utilisé dans les années 90 pour
faire de la concurrence déloyale. Par exemple, Boeing et Airbus se disputent un contrat, c'est pratique de connaître l'état des négociations avec l'autre partie pour proposer quelque chose de plus arrangeant. Suite à ça, le Parlement européen a un petit peu gueulé, il y a eu des petites choses. Grosso modo, c'est quelque chose d'assez classique, ça fait parmi les premiers programmes de renseignement d'origine électromagnétique, c'est juste de la collecte de signal brut. Alors justement, techniquement, comment ça se passe ? Alors, techniquement, ça se passe comment ? Il s'implante à tous les endroits où il y a de la donnée. Alors, il y a différents types de données. Donc dans le monde entier, quoi, ou... Dans le monde entier. Surtout dans les pays dans lesquels ils ont déjà mis le pied. Alors, on peut prendre un exemple, l'exemple des États-Unis ou de la France. Des États-Unis, je sais pas, ou de la France, du Canada ou de la Nouvelle-Zélande. Ouais. Il y a deux types il va y avoir grosso modo deux types de communication qui vont essayer de contrôler. Les communications qui passent par l'air ou l'espace avec les satellites et les ondes radio telles qu'on les connaît, qui peuvent passer par des réseaux terrestres ou par des satellites. Donc c'est un réseau de paraboles d'interception quelque part, c'est ça ? Exactement. Il va y avoir des champs avec des antennes et qui vont capter, qui vont écouter sur l'ensemble du spectre et qui vont ramener les infos vers des endroits où elles seront traitées, stockées, au besoin, filtrées. Ça, c'est la première partie, la plus ancienne, les ondes radio à l'ancienne. Et récemment, on s'est rendu compte que mettre des fibres optiques sous les océans, c'était beaucoup plus efficace pour envoyer des gros volumes de données qui étaient nécessaires au fonctionnement de l'Internet. Et donc, nouveaux vecteurs, nouvelles méthodes de surveillance. Évidemment. Donc maintenant, ils se branchent aussi sur les fibres optiques. Et à ce niveau-là, je crois que le palmarès, les 3 pays qui ont le plus de fibres optiques raccordés à eux, c'est-à-dire les 3 pays qui sont raccordés à plus de pays avec des fibres optiques océaniques directement, c'est en premier lieu la Grande-Bretagne, en deuxième lieu la France et en troisième lieu les États-Unis. Je suis pas sûr entre le deuxième et le troisième, mais en tout cas la France a un rôle considérable à jouer vu qu'il y a énormément de fibres optiques qui rentrent par la France, et il y a un programme qui est plus vaste, en fait, Échelon, d'après ce que j'en sais, c'est plus concentré à l'ancienne sur la récupération d'ondes radio, et il y a un programme plus vaste une famille de programmes qui collectent l'ensemble de ces données comme ça à la source, et qui s'appelle Upstream. C'est Edward Snowden qui nous a appris ça, et donc c'est des programmes qui collectent vraiment l'information à la source. Alors comment ça se passe donc pour intercepter donc une communication qui transite par la fibre optique? C'est un outil qui s'appelle un sniffer, je crois, ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. En fait, tout simplement, faut le voir comme un câble sur lequel on se branche, on récupère les infos. Mais il se branche où? Il se branche alors, par exemple, il y a un point d'ancrage en France d'une fibre optique qui va jusqu'aux États-Unis. Et c'est connu que les services français sont présents sur ce point d'ancrage pour copier tout ce qui passe par la fibre optique. Et de l'autre côté du point d'ancrage, du côté américain, il y a certainement les services américains qui ont à peu près le même style d'installation et qui s'en servent pour faire à peu près la même chose. Donc à partir du moment où l'État concerné a les moyens, tout le monde espionne tout le monde finalement. Tout le monde espionne, tout le monde récupère les données qu'il peut, oui. Donc on avait vu aussi l'épisode avec les BlackBerry, c'était je crois des parlementaires européens qui étaient espionnés par le gouvernement américain. On avait vu également Angela Merkel. Donc il n'y a pas de limite en fait, tout le monde espionne tout le monde, alors, même ceux qui sont censés être des alliés ou des amis. Là je fais le point entre... il faut comprendre qu'il y a une différence entre la surveillance de masse, et là on parle de surveillance de masse, et la surveillance individuelle, quand on va par exemple cibler un chef d'État. La surveillance individuelle, on peut faire beaucoup plus de choses, et notamment il y a par exemple un programme qui s'appelle le TAO, Tailored Access Operation, d'ailleurs c'est rigolo de voir les États-Unis qui appellent quelque chose TAO, qui s'en servent principalement contre des Chinois, c'est assez rigolo, et ils ont et en fait là l'idée c'est vraiment pour de l'espionnage ciblé. Par exemple, si quelqu'un est très surveillé, il utilise un ordinateur qui ne sera jamais connecté à Internet, ils peuvent aller moucharder physiquement l'ordinateur pour mettre une puce qui va émettre via des ondes radio le contenu de l'ordinateur, et ça c'est de la surveillance ciblée.
Mais comment aller moucharder, c'est-à-dire c'est un programme qu'ils vont installer ou est-ce que c'est physique ou... Souvent c'est physique, oui. Alors il y a des photos qui sont sorties où ils prenaient des cœurs de réseau, ça veut dire les machines qui étaient au cœur des réseaux, donc qui voyaient passer toute l'information. Il y avait des livraisons, les gens passent commande pour ce genre de machine, et la commande elle est détournée. Ils chopent le colis en route, ils l'amènent vers des centres de traitement spécialisés, ils le découpent proprement, ils le referment avec le seau de... Là, c'est vraiment de l'espionnage. C'est vraiment de l'espionnage. Hein. C'est bon. Alors, on va revenir parce que là, c'était un petit peu important, c'est à partir sur l'espionnage ciblé, mais on va revenir à l'espionnage de masse, donc la surveillance généralisée. J'avais une question, donc parce que en fait, ça ressemble un petit peu à de la pêche au gros finalement, puisque toutes les communications sont potentiellement interceptées, ou en tout cas interceptables, et beaucoup sont interceptées. Mais après, derrière, ça demande des moyens robotiques pour filtrer, et même, je dirais même humains, puisqu'il y a des choses que les robots ne peuvent pas analyser. Alors justement, c'est tout l'enjeu, et c'est comme ça également qu'ils ont vendu ces systèmes-là aux populations en disant mais regardez, non, vous n'êtes pas tous surveillés. Certes, vos communications sont toutes enregistrées quelque part dans des serveurs obscurs des services de renseignement. Mais regardez, avec la quantité d'informations, vous vous doutez bien que personne ne va prendre du temps pour écouter vos appels. Ouais, mais avec les logiciels, on peut faire beaucoup plus en volume de traitement qu'on pourrait le faire avec des humains. Et là, il y a tout un tas, si j'ai du big data, maintenant c'est le mot qui est à la mode pour désigner ça, c'est-à-dire le traitement de volumes tellement importants de données qu'on ne pourrait jamais le faire à la main. Il y a tout un complexe autour de ça. Je citerai une entreprise emblématique qui fait là-dedans, qui s'appelle Palantir. Donc, quand on voit le nom de l'entreprise, déjà ça en dit long sur les intentions sur le modèle, disons, sur ce qu'ils vendent. Et eux, c'est ça, ils vendent de la grosse analyse de données, et donc toutes ces entreprises collaborent également avec les services gouvernementaux qui ont des systèmes d'analyse, par exemple des systèmes pour créer des graphes sociaux, ça veut dire à partir de toutes les sources d'informations dont on dispose sur une personne. C'est-à-dire on va capter les sources d'informations, donc ce dont j'ai parlé, les renseignements d'origine électromagnétique, mais aussi d'autres, par exemple les caméras de vidéosurveillance, par exemple, j'en sais rien, si on badge dans les transports en commun, les flux financiers, qui peuvent d'ailleurs aussi être interceptés par le upstream. Bref, tous les moyens qu'on a de surveiller une personne. Voilà, on prend toutes les infos qu'on a dans la masse énorme d'informations, et on les traite. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut obtenir ? On peut obtenir donc toute l'historique de la vie d'une personne, ses liens, la nature de ces liens, est-ce qu'ils sont proches, comment ils évoluent dans le temps avec d'autres individus, ça s'appelle le graphe social. C'est l'énorme filet où chaque nœud du filet c'est une personne, et chaque corde ça va être un lien entre deux personnes, ça va être un lien d'amitié ou autre chose. Déjà avec Facebook, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont divulguées par la plupart des citoyens. Ah oui. Mais là, du coup, si je comprends bien, on a vraiment l'interaction entre les différents amis, c'est-à-dire que s'il y a un graphe social, c'est un genre d'arbre gigantesque avec les données de l'ensemble, je sais pas, d'un pays, d'une population, du monde. Ok, voilà. D'une population mondiale. En tout cas, les États-Unis peuvent le faire pour la population mondiale. La France, par exemple, je sais pas. Juste pour le cas de la France, c'est assez intéressant. En France, il y a 2 organes de collecte qui collectent les informations. C'est la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, donc les services secrets extérieurs, et la Direction du Renseignement Militaire. Et à partir de là, ils balancent toutes ces informations dans un système mutualisé, où où la plupart des services de renseignement français, et il y en a un paquet, ils sont pas forcément tous connus, par exemple TRACFIN, qui est le fisc, ou le service de renseignement de la préfecture de police de Paris, donc c'est quelques dizaines de personnes, ont accès quasiment à l'intégralité des informations, en tout cas une grande partie. Il y a un article du Monde qui illustre ça très bien. Il y a la DGSI maintenant, qui est une méga grosse fusion des STRG qui a été la DCRI, puis la DGSI, à laquelle le gouvernement successif donne le plus de muscles pour qu'au final ça devienne un FBI à la française
avec la plupart des activités qui sont protégées par le secret défense pour que la justice ne puisse pas foutre le nez dedans. La fusion s'est passée sous Sarkozy, hein. C'était tous les anciens services, donc RG, DST, DGSE, c'est ça? La DGSE existe toujours. D'accord. RG, DST ont été fusionnés sous Sarko pour devenir la DCRI, et le travail a été continué par Manuel Valls, qui impulsait la DGSI, et l'idée c'était de donner encore plus de muscles à la DCRI, de pouvoir recruter des contractants privés, ce genre de choses. Donc là, si on liste quand même les choses, là au niveau, on a parlé du niveau français. Hein. On a parlé de Frenchlon, le côté français d'échelon. On a parlé donc du graphe social, de Tracfin. Ça va jusqu'où? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'on a un programme spécifique qui est soit actuellement en production ou bien en projet de suivre tout le monde dans le métro, dans les lieux publics, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là au niveau français? Alors où est-ce qu'on en est? En fait à ce niveau-là, la France a passé la vitesse supérieure de l'État fédéral européen. Mais avec la loi de programmation militaire ou c'est complètement autre chose? Oh, c'est complètement autre chose. C'est un projet qui s'appelle le projet INDECT. En fait, qu'est-ce que c'est le projet INDECT? C'est la récupération à partir de toutes les sources d'informations à l'échelle européenne, l'interconnexion entre toutes ces infos. Donc je vais faire une petite liste, parce que toutes les infos, ça veut dire les téléphones portables, les positions, les caméras de vidéosurveillance, potentiellement les gens qui badgent dans le métro, les flux financiers, toutes les infos sur Internet qui peuvent réussir à récupérer, donc Facebook, ce genre de choses dans la mesure de ce qu'ils réussiront à capter. Et toutes les caméras, excuse-moi de vous couper, toutes les caméras, même dans les bus, ah oui. En tout cas tout ce qu'ils arriveront à injecter dedans, ils l'injecteront et au besoin ils utiliseront des outils qui ne sont pas encore en production ou qui commencent à l'être, comme par exemple les portiques Ecotax pour ficher le trafic routier, ou des flottes de drones avec, par exemple, reconnaissance de plaques d'immatriculation qui pourront, par exemple, servir à faire du fichage. Et toute cette masse d'informations va être connectée et va être rassemblée pour que les informations puissent se compléter les unes les autres et pour qu'elles puissent être traitées à travers un système qui est entièrement automatisé. Et en fait, le traitement peut donner beaucoup de choses, même des choses qu'on ne peut... Par exemple, un policier de terrain qui aura de l'expérience pourra voir à la démarche d'une personne, est-ce que la personne est juste un badaud, ou est-ce qu'elle est stressée, est-ce qu'elle est sur un coup, est-ce qu'il se passe quelque chose? Et avec des caméras, avec le bon traitement apporté aux images de vidéosurveillance, aujourd'hui on est capable de faire ça. Alors en fonction de la définition de la caméra, on peut le faire sur le visage avec de la reconnaissance faciale et ce genre de techno, mais pour des caméras un peu plus anciennes, tout simplement juste qui n'auront pas la définition suffisante, on peut juste le faire au niveau du corps, par exemple, avec des patterns de déplacement qui vont refléter des états émotionnels. Il y a tout un tas de choses qui est possible, et l'idée c'est d'utiliser toute cette technologie à l'échelle européenne pour créer un léviathan de la surveillance. Et là, pour le coup, on peut parler de surveillance de masse. Les humains ne serviront pratiquement qu'à deux choses. La première, c'est la maintenance et l'évolution du système, ça veut dire qu'il y aura des techniciens. Et la deuxième, c'est le jour où ils auront besoin de piocher, ou de reprogrammer la chose. C'est-à-dire que si un jour, il y a, par exemple, un mouvement qui ne plaît pas à l'autorité politique, et que l'autorité politique en a les moyens, l'autorité politique, elle ira piocher. Ça veut dire, elle ira voir, ok, très bien, cette manifestation qu'il y avait dedans, téléphone portable, fastoche, l'évite toutes ces personnes, qui a des dettes, qui trompe sa femme, qui n'est pas très qui est le petit commerçant qui n'est pas très en règle sur la fiscalité, qui... 1984, Orwell, quoi. Et est-ce que vous pourrez nous parler rapidement de quelques grosses attaques virales qui ont eu lieu, je sais pas, la première ou d'autres? Alors, la première qui a eu lieu, on peut commencer par la première, parce qu'elle était quand même assez spectaculaire, ils auraient pu en faire un film. Ça se passe en 82, il y a un gazoduc qui explose en Sibérie.
Grosse explosion. Je crois que c'est l'une des plus grosses explosions nucléaires humaines par l'effet de l'homme. Et en fait, c'est juste un sabotage électronique, informatique, opéré par la CIA sur un gazoduc en Sibérie, donc bienvenue dans la guerre froide. Donc c'est il y a plus de 30 ans. Après, on peut y venir plus récemment déconnu, il y a Stuxnet. Donc Stuxnet, c'est quoi? C'est un virus informatique qui se transmettait uniquement par clé USB. Et qui... Et c'était quoi son but et son but, c'était soit de se transmettre. Alors, il utilisait 4 failles de sécurité dites Zero Day, ça veut dire c'est des failles qui sont inconnues qui ne sont pas connues du grand public, que personne ne connaît. Et souvent, déjà, quand quelqu'un en a une, soit il va la vendre très cher parce que les gouvernements sont friands d'acheter des nouvelles failles que personne ne connaît histoire d'avoir de l'avance. Soit il va s'en servir, mais c'est quand même... Enfin, les Zero Day, c'est quand même... Les grosses Zero Day, comme celle utilisée par Stuxnet, c'est quand même rare. Alors, pour revenir au sujet... On a utilisé 4. Stuxnet, donc, ça visait les installations iraniennes? Nucléaires iraniennes, exactement. Ça se reproduisait, ça restait discret, et par contre, quand il tombait sur un type d'équipement précis, qui sont des centrifugeuses d'enrichissement d'uranium, là, il jouait son rôle. Ça veut dire qu'il accélérait les centrifugeuses, il les faisait tourner à fond les ballons, au-delà de toutes les normes de sécurité pour que le matériel tienne la route un peu longtemps à ce rythme-là. Il envoyait des fausses informations au panneau de contrôle pour dire que tout va bien, et il a détruit des parcs de centrifugeuses entiers, et ça a mis 2 ans dans les dents au gouvernement iranien. Qui a créé ce virus? Alors, a priori, d'après les dernières infos qu'on a, ça serait le fruit d'une coopération entre la NSA américaine et l'unité 8200, qui est l'équivalent de la NSA en Israël. Et ça serait le nom de code de l'opération, c'est l'opération Olympic Games. Ça a été lancé par Bush et ça a été continué par Obama. Traduction du nom de l'opération pour les... Jeux Olympiques. Ok. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont sorti derrière un autre virus qui sortait de cette opération et qui s'appelait Flame. Et qui était un virus... Alors, c'est un virus qui est très différent de Stuxnet. Stuxnet, c'est un virus spécialisé, ça veut dire qu'il se reproduit à bousiller des centrifugeuses iraniennes. Enfin, pas iraniennes, mais qui étaient utilisées en Iran. Alors que Flame, au contraire, c'est quelque chose de très modulaire. On choisit les modules qu'on met. Alors, un opérateur peut dire, bon ben voilà, je veux créer une nouvelle souche. Dedans, je lui mets le contrôle de la webcam, le contrôle du son. Je lui mets pas la destruction de centrifugeuses parce qu'on s'attaque à une place de marché saoudienne, ça sert à rien. Mais c'est toujours à visée internationale, hein, c'est ça? Oui, c'est toujours à visée internationale. Là, on parle de logiciels malveillants très sophistiqués. D'ailleurs, Flame, la flamme, Olympic Games, il y a peut-être un lien au niveau de l'appellation, ça je sais pas. Quels États ont la possibilité de faire de telles attaques? C'est quoi? C'est Israël, Russie, Chine, beaucoup de pays, États-Unis, et pas que les plus grands. On pense d'abord à ces 4-là, la Chine. On pense évidemment, bien sûr, à ces 4-là. On pense à la Chine, à la Russie, aux États-Unis, à Israël, à la France aussi, à la Grande-Bretagne. D'accord. Mais par exemple, l'Inde et le Pakistan, ils sont aussi très bons là-dedans. D'accord. Et globalement, Stuxnet, on estime que le coût de fabrication de Stuxnet, je sais plus à combien ils estiment le coût total, mais c'est quelque chose de ridicule. Je crois qu'ils estiment ça, aux alentours du million, quoi. Ça se chiffre en millions. Non, c'est autour du million. D'accord. Alors que, ne serait-ce qu'envoyer un missile ou monter une opération militaire pour faire ça, le risque serait décuplé, les coûts seraient bien plus élevés. En plus, aujourd'hui, il y a tout un marché de ces solutions-là. C'est-à-dire que les États qui n'ont pas les petits génies en interne pour faire ce travail, ils peuvent acheter des mercenaires. Et les mercenaires, et il y a un marché juteux. Et notamment Wikileaks a sorti un moment un ensemble documentaire qui s'appelle les Spy Files, qui montre tout cet écosystème entrepreneurial soit de la surveillance de masse, parce que d'ailleurs c'est aussi vendu ces genres de... par exemple les équipements qui ont été vendus à Kadhafi, à Bachar el-Assad, qui en avaient besoin, alors qu'officiellement on était opposés, mais il y avait quand même des boîtes qui faisaient du business là-bas, ou des armes plus... Il y a une société française d'ailleurs qui est spécialisée là-dedans,
qui est l'une des plus reconnues au niveau mondial, qui s'appelle VPN, qui vend des failles de sécurité. Oui, justement, le cas français par rapport au... Enfin, voilà, est-ce qu'on a de bons informaticiens, des têtes, des hackers quel est le niveau des Français par rapport aux autres? Il est difficile à estimer. Il y a plusieurs choses. Quel est le niveau en termes de volonté politique? Quel est l'investissement au niveau de l'argent? Tout ça, c'est des problématiques complexes sur lesquelles je peux pas forcément m'exprimer. Okay. En tout cas, les entreprises françaises sont assez... Mais il y a des gens, il y a des bonnes personnes en France, et il y a des gens qui bougent. Et oui, la scène française est active, et il y a des personnes en France qui font des choses. Ce que je voulais ajouter, c'est que la plupart des entreprises françaises, jusqu'à assez récemment, étaient assez faibles en termes de sécurité informatique. C'était un peu des passoires, les systèmes informatiques français. Comme partout. Ah oui, c'est pas spécifique à la France. C'est pas spécifique à la France, comme partout. Les systèmes informatiques sont des passoires. Les gens ne sont pas éduqués. Mais c'est vrai que les entreprises surveillent leurs propres employés. Les entreprises peuvent également se surveiller les unes les autres. Il y a ce qu'on appelle l'espionnage industriel. Donc ça date pas de... D'ailleurs, des fois, les États participent à l'espionnage industriel. Et notamment, quand la première personne qui a révélé Chinon l'a fait dans un article, ou un article intitulé Someone's listening. Ça veut dire, faites gaffe, quelqu'un vous écoute. Personne n'en avait rien à faire. Quand on s'est rendu compte que Airbus a perdu des contrats contre Boeing parce que il y avait eu des histoires de surveillance, de tout simplement d'espionnage industriel aidé par les États-Unis et qui ont fait part des contrats. Là, tout d'un coup, le Parlement européen, ils se sont bougés. Donc c'est là, en fait, c'est un des objectifs de le déploiement de tout cet arsenal technologique, c'est ça, c'est la surveillance, mais aussi peut-être s'occuper un petit peu des brevets. C'est lié à l'espionnage économique en fait. Pour mettre tout ça en perspective, on peut quand même ajouter pour conclure que l'espionnage industriel, finalement, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire que même avec la soie et la Chine, ils ont gardé pendant très longtemps le secret de fabrication. Voilà, c'était l'espionnage et le contre-espionnage, c'est quand même vieux comme le monde. Sun Tzu en parlait aussi, la guerre de l'information, c'est primordial. Ah, c'est des nouveaux moyens dans une vieille guerre, mais qui changent quand même pas mal la donne. Et si je peux terminer sur un ouvrage intéressant, c'est un ouvrage qui a été écrit par deux officiers chinois en 99, qui s'appelle La guerre hors limite. Et justement, qui dit que la guerre aujourd'hui, c'est plus les armées, c'est hors limite. Et c'est parmi les premiers à avoir théorisé le concept de cyberguerre. Mais ils le mettent en synergie avec les autres types de guerres, les guerres économiques, les guerres militaires de basse intensité, et ce genre de choses. Et ils disent, voilà, la puissance nationale globale devra créer une synergie entre ces différents champs de bataille ou ces différents moyens, en fonction de comment on le voit, pour gagner. Et justement, parmi tout cet arsenal militaire, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est les drones. Il y en a plusieurs types de drones aujourd'hui. Avant, c'était beaucoup les satellites qui étaient d'ailleurs qui donnaient un avantage considérable sur le champ de bataille, la maîtrise des satellites dans l'espace, dans l'espace. Et maintenant, les drones qui sont plus proches encore dans la Terre, qui donnent des images plus fines. Les drones, c'est le bon compromis parce qu'un drone qui vole suffisamment haut, on ne le verra pas. Un drone aujourd'hui peut être militarisé, ça coûte beaucoup moins cher qu'un chasseur. On peut gérer des flottes de drones, il n'y a pas besoin d'avoir un pilote par drone. Il y a des IA, des intelligences artificielles qui sont capables de piloter un essaim de drones pour par exemple surveiller une zone donnée. Oui, les drones c'est... Et aujourd'hui on les voit pas forcément. Non, on les voit pas forcément. Des drones peuvent voler très haut, il y a des drones stratosphériques. On les sort quand on en a besoin, on peut les réorienter si on a besoin, ça coûte pas cher. Non, c'est une solution, c'est beaucoup plus malléable que des satellites. Et puis le satellite ne peut pas se convertir en lanceur de missiles au besoin, alors que le drone, un petit drone Reaper, ça peut faire le boulot efficacement à ce niveau-là. Oui, avec tous les problèmes d'éthique que ça pose, du fait que le combattant ne soit pas sur le champ de bataille et qu'il ne peut pas recevoir la mort. Et il y a des systèmes, la NSA a poussé à son paroxysme, c'est The Intercept, qui est fondé par Glenn Greenwald, qui est le journaliste qui a révélé toute l'affaire Snowden, qui a révélé des choses à ce niveau-là. Je crois de mémoire qu'ils avaient des systèmes pour verrouiller des drones sur un numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'ils rentraient un numéro de téléphone,
Ça repérait, grâce à tout le réseau de surveillance de la NSA, la position du téléphone, et ça verrouillait le drone en autopilote sur le numéro de téléphone. Donc, formidable. Ça va très loin. Formidable. Bon, bientôt, on sera livré des pizzas par des drones, il paraît. Bon, Pour bref. le moment, ils livrent des missiles. Donc, on terminera par la prochaine fois. Donc, nous évoquerons évidemment donc Edward Snowden et Julian Assange, donc les whistleblowers, les lanceurs d'alerte, grâce à qui évidemment nous en savons beaucoup plus sur tout ce dont nous avons parlé récemment. Et donc les conséquences politiques et stratégiques dans le monde liées à l'activité de ces deux hommes-là. Eh bien, Manu, merci beaucoup.